ちょっといいか。話があるんだが、俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつ。は？何言ってんだお前。L'un des événements les plus marquants de SNK est la révélation dans le troisième arc de l'identité du titan colossal et du titan cuirassé. Alors que rien ne le laissait présager, que nous sortions juste de la bataille d'Utgard, Isayama ne nous laisse pas le temps de respirer et nous dévoile dans une scène devenue culte l'identité des deux plus grands ennemis connus de l'humanité. On pourrait passer des heures à commenter la mise en scène de cette révélation, qui dans le manga prend un rebours, tout ce qui peut se faire en matière de twist. Ici, point d'effet clinquant ou de mise en scène dramatique, juste une discussion en arrière-plan, une information balancée comme ça derrière une bulle. Exploitant le médium papier dans toutes ses possibilités, Isayama a toujours joué avec son support, que cela soit la construction de pages ou même la pagination. Si cela vous intéresse, je vous conseille l'excellente vidéo de Géros qui a produit une excellente analyse technique de cette scène et la comparaison avec l'anime. Quoi qu'il en soit, la vérité est là. Terrible, impensable. Reiner, le grand frère protecteur prêt à se sacrifier pour ses amis, Berthold, ce grand timide et discret qui a toujours l'impression de déranger, ils sont les ennemis de l'humanité. La révélation de l'identité du colossal et du cuirassé sont des plus surprenantes. Le caractère de Reiner, sa personnalité authentique de grand frère protecteur ne laissait rien présager. Alors que la distance et les airs mystérieux d'Annie rendaient la révélation la concernant plus ou moins évidente lorsqu'elle tombait, ici on est pris de court. De manière encore plus surprenante, c'est le choix de Berthold. Le titan colossal est LA figure emblématique du manga. Et Isayama a décidé qu'il serait un personnage secondaire discret sans trop de relief. Un choix des plus osés, mais aussi des plus logiques. Tout ce que l'on comprend durant cet arc, c'est qu'il y a 5 ans, ils ont lancé l'attaque sur l'humanité à Shiganshina et relancé leur assaut sur Trost après. Durant ces 5 dernières années, ils se sont fait passer pour des soldats du bataillon pour mieux se fondre dans la masse. Ils semblent vouloir capturer Eren à cause de son titan. Vers la fin de l'arc, lorsqu'Eren parvient à donner un ordre au titan, ils ont l'air aussi surpris que le reste des personnages et le lecteur, et évoquent l'axe qu'ils doivent ramener. Ils semblent aussi vouloir ramener Ymir qui aurait autrefois dévoré un de leurs camarades alors qu'elle était prisonnière de sa forme de titan. Nous n'en savons pas plus, mais assez pour comprendre qu'ils n'ont pas agi de manière isolée. Plusieurs fois, ils évoquent l'idée de mission, de rentrer à la maison, du danger de rentrer les mains vides. On saisit bien que Reiner et Berthold font partie d'un autre camp, qui semble être l'ennemi de l'humanité, ce qui laisse planer le doute quant au fait que l'humanité serait cantonnée à la population derrière les murs. De plus, le titan bestial ne leur semble pas inconnu. Ainsi, le danger n'est pas tant les titans que ce nouveau camp qui semble vouloir détruire la civilisation derrière les murs. Au vu des personnalités de Reiner et Berthold, on peut être étonné qu'ils soient responsables d'un massacre d'aussi grande ampleur que celui qu'entraînera la destruction du mur Maria. Reiner se qualifie lui-même d'ordure, montrant ainsi que lui-même réprouve les actes qu'ils ont commis. Mais on y reviendra plus tard. Ce qui va m'intéresser ici, ce sont les deux termes qui reviennent chez Reiner au moment de la révélation. Il fait la distinction entre soldat et guerrier. Essayons de démêler ces deux concepts qui sont centraux pour comprendre la psyché de nos protagonistes. Le terme soldat renvoie à l'homme d'armes qui obéit aux ordres tout en entretenant un lien étroit de camaraderie avec les autres. L'idée de soldat chez Reiner renvoie à l'idée du collectif, du lien et de l'empathie. Il dit avoir joué au soldat alors que lui-même se présentait comme le soldat idéal, fraternel, protecteur, toujours là quand on a besoin de lui. Au contraire, l'idée de guerrier renvoie à autre chose. Il y a déjà dans le vocabulaire courant une distinction à faire. Le terme guerrier renvoie souvent à quelque chose de plus noble, de plus haut que le simple soldat. Invoquant plusieurs fois l'idée de valeur, on comprend que contrairement au soldat qui doit obéir et se consacrer à ses camarades et à l'humanité, le guerrier est soumis à un code de valeur qu'il doit respecter coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. Ce qui prime, c'est l'objectif, la réussite de la mission. En cela, on peut penser que le terme guerrier pourrait être aussi attribué à Erwin Smith, qui lui aussi ne recule devant rien pour la victoire, ce qui en fait d'ailleurs l'un des pires adversaires. Si cela ne sera développé que bien plus tard, on comprend que la valeur suprême du guerrier réside dans l'honneur, ici sa capacité à combattre et à réussir sa tâche quel qu'en soit le prix. Si Berthold reste très discret tout au long des différentes conversations qui suivront la révélation, ce n'est pas le cas de Reiner qui se ramène sans cesse à ces histoires de guerriers et de soldats, comme s'il se cherchait une légitimité.
そうか。お前らな。お前らは、兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。À la suite d'un âpre combat, Berthold et Rainer parviennent à enlever Eren et Ymir. Alors qu'une discussion s'entame, Rainer semble perturbé. Il repense aux événements d'Utgard comme s'il était toujours du côté du bataillon. Il semble décalé par rapport à la situation. Alors qu'il vient d'enlever Eren, il ne comprend pas sa colère et lui parle comme si rien ne s'était passé. Berthold, très en retrait, le regarde avec pitié. C'est alors qu'Ymir comprend. Rainer, quelles que soient ses convictions, semble avoir du mal à supporter les conséquences de ses actes. En particulier en ce qui concerne la chute du mur. Mais un autre crime pèse sur sa conscience. La mort de Marco. Encore une fois, l'anime décide d'anticiper sur le manga en décidant de nous révéler assez tôt cette information. Si les circonstances exactes ne nous seront révélées que plus tard, on comprend que Rainer, Berthold et Annie ont assassiné Marco en lui dérobant son appareil tridimensionnel, le livrant en pâture aux titans lors de la bataille de Trost. Ce n'est pas un crime de sang-froid, mais une décision d'urgence motivée par la nécessité. On remarque que les trois complices sont en larmes devant l'horreur de leurs actes, ce qui n'est en aucun cas une excuse. Ne pouvant supporter les atrocités qu'il a commis, Rainer craque. Il développe un syndrome post-traumatique qui fait naître chez lui une double personnalité. D'un côté, Rainer le soldat, et de l'autre, Rainer le guerrier. Cela se voit surtout avec la scène de Marco. Rainer semble atteint d'amnésie devant l'horreur de son crime. C'en est trop. Il ne peut supporter le poids de cette culpabilité. Si Berthold et Annie ont l'air moins touchés, ils semblent aussi porter le poids de leur culpabilité. Annie en faisant des cauchemars comme on le voit dans la première partie de The Lost Girl, Berthold lui exprimant quant à lui ses regrets envers la mort de la mère d'Eren. Ce dernier ne peut supporter ce cirque plus longtemps. Ils sont des ennemis de l'humanité, des meurtriers génocidaires, des traîtres. Ces regrets sont obscènes, indécents. Ils sont des monstres à abattre. Il leur promet ainsi la pire des agonies. La fureur d'Eren est compréhensible. Là où il s'imaginait de vrais monstres, il se retrouve face à ses anciens compagnons qui semblent perdus et pleins de regrets. Il serait tellement plus facile qu'ils soient de vrais monstres sans remords, d'infâmes criminels sans regrets, sans morale. Mais ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ils sont si humains. Ici, on voit très bien l'expression du concept de banalité du mal que développera Hannah Arendt lors du procès d'Eichmann en 1961. Eichmann était l'un des organisateurs de la solution finale, chargé de l'organisation des services ferroviaires. Alors que l'on s'attend à un monstre assoiffé de sang, Eichmann incarne durant son procès la figure même du petit fonctionnaire médiocre et obéissant. Si Arendt est trompé par la défense d'Eichmann, qui était en réalité un fervent partisan de la Shoah, il n'empêche que sa thèse sur la banalité du mal reste très forte. La banalité du mal ne désigne pas la banalisation du mal, qui serait présente tous les jours et partout, mais cette tendance propre à chaque individu d'être capable du mal lorsque celui-ci met en veille sa faculté de penser pour simplement obéir aux ordres. Le mal vient du fait de s'absoudre de son humanité en mettant du côté la morale et la pensée pour simplement devenir un exécutant aveugle. En obéissant à leur mission, Rainer, Berthold et Annie vont commettre des crimes atroces au nom de leur objectif, alors que l'on voit bien que ce ne sont ni des psychopathes sadiques, ni des méchants au sens grossier du terme. Ils font tout ce qui est nécessaire pour réussir leur mission. En plaçant l'accomplissement de leur devoir de guerrier avant tout, ils s'absouent de toute morale, ne devenant que des exécutants. Et quand ils prennent une décision par eux-mêmes, ils ont toujours l'excuse de la nécessité de leur devoir. Ainsi, ils déplacent la responsabilité de leurs actions en légitimant un but supérieur. Ils ne sont pas mauvais au sens moral du terme, mais ils commettent des actes mauvais parce que mettant de côté leur responsabilité, leur aptitude morale, au nom de la soumission à une autorité. Soumission qui apparaît d'autant plus grande qu'elle semble a priori absente. Cela avait déjà été suggéré avec Annie, mais on peut pour le coup se douter qu'il y a derrière un endoctrinement qui pèse sur les deux jeunes hommes. La même année que le procès d'Eichmann à Jérusalem, le psychologue Stanley Milgram procède à une terrible expérience liée à la question de l'obéissance. Pour 4,3 $, Milgram propose aux sujets de participer à une fausse expérience sur l'apprentissage. Les sujets sont placés dans le rôle de l'interrogateur. Un faux sujet, en réalité un acteur, joue le rôle du répondeur. Il doit mémoriser une liste de mots et retrouver le bon parmi une liste de 4. S'il se trompe, l'interrogateur doit appuyer sur un bouton qui lui enverra une décharge électrique. Cette décharge est progressive mais peut atteindre des seuils dangereux, voire mortels. Bien sûr, c'est l'interrogateur qui est testé, le tout relevant d'une mise en scène. Jusqu'où le sujet poussera-t-il l'expérience? Quand refusera-t-il d'appuyer sur le bouton? Alors que le scientifique encourage à continuer, assumant la responsabilité de l'expérience, que les cris du répondeur s'estompent dans un silence de mort,
c'est près de 60% qui administreront des charges mortelles. Si Milgram fera plusieurs expériences avec des variations, il faut comprendre que les chiffres sont très parlants. Soumis à une autorité, les individus peuvent aller jusqu'à tuer par obéissance. Le plus terrifiant des chiffres est celui de 92% lorsque la charge d'appuyer est confiée à un autre. En suivant les ordres, les individus sont capables du pire car ils déportent naturellement la responsabilité sur autrui et plus particulièrement sur la source d'autorité. Il ne faut pas croire ici que Milgram, comme Arendt, cherche à excuser les atrocités commises par obéissance. La question est de comprendre. Rainer, Berthold et Annie sont pleinement dans cette expérience de la banalité du mal. Eux qui obéissent à une autorité pour l'instant invisible ont commis le pire. Comment vivre avec cela après? Car même avec cette déportation de la responsabilité, celle-ci devient implacable. D'où l'aliénation au sens psychiatrique que subit Rainer. Comme de nombreux soldats qui sur le terrain doivent commettre des actes atroces au nom de l'obéissance, il ne peut échapper à sa culpabilité. Il développera un syndrome post-traumatique qui sera ici une dissociation de la personnalité. Par le biais de ces personnages, qui devaient représenter l'ennemi ultime, Isayama apporte l'une des thèses les plus importantes de son manga, le mal n'existe pas. Il faut ajouter qu'en plus, lorsque l'on voit Rainer et Berthold agir, on n'a pas l'impression qu'on est face à un plan extrêmement organisé. Au contraire, on a l'impression que tout est fait dans la panique, sur un coup de tête, sur une improvisation constante des événements. La mort de Marco n'était pas prévue, c'est simplement qu'il a surpris une conversation. Le moment où Rainer et Berthold se dévoilent n'est aussi pas du tout prévu. Nous n'avons pas l'impression qu'il y ait une forme de plan extrêmement bien établi. Au contraire, on a plus l'impression d'avoir devant nous des jeunes qui doivent obéir à une mission, mais qui, livrés à eux-mêmes, sont obligés d'improviser. Ce qui rajoute une dimension supplémentaire à l'horreur de leurs actes. Ils sont paniqués, ils ont peur, ils ont une mission à accomplir, et ils sont isolés, se retrouvant obligés à la fois de satisfaire cette autorité absente, d'obéir à leur honneur, d'achever leur mission, tout en n'ayant aucune indication. Et c'est justement quand l'être humain obéissant est livré à lui-même, qu'il n'a plus de référence, et qu'il va être prêt à tout pour accomplir l'obéissance, qu'à aller plus loin que ce qu'on lui demande.おい、なんでマルコが食われてる。ああ、そうだったな。Si on examine les quelques psychopathes comme lui ou Kenny, on constate qu'il nous est impossible de trouver un vrai méchant dans SNK. Si on peut condamner les actes, on ne trouve aucun méchant, aucun être fondamentalement mauvais. Genre les persos comme ça ou ça n'existent pas dans cet univers. Les titans sont des humains aliénés. Rainer, Berthold et Annie semblent avoir été endoctrinés et éprouvent des remords. Sig a son propre but qui est de stopper le cycle de violence. Pareil pour Eren. Les Mars éprouvent un énorme ressentiment envers l'Empire Eldien. Grisha est un connard omnibilé par la vertu de sa cause. Bref, à part quelques cas qui relèvent de la psychopathologie, le mal n'existe pas dans SNK. Ce qui lui donne un aspect réaliste. Même les Mars ne sont pas fondamentalement mauvais. Le commandant de l'escouade eldienne semble préoccupé par la sécurité et le bien-être de ses subordonnés qu'il respecte. Il n'y a pas d'individu mauvais dans SNK. Le mal vient des systèmes qui broient les individus, les poussent au pire, les soumet ou les poussent à s'opposer dans la violence. Le mal, c'est le système politique, social et économique. Ce sont les valeurs, les peurs et les structures. Le mal, c'est ce au nom de quoi chacun est prêt à commettre les pires actes. Même pour une ordure comme Kenny, on comprend qu'il y a eu une purge des Ackerman. Si on les avait laissés tranquilles, il n'aurait pas forgé sa réputation de psychopathe ayant assassiné plus de 100 membres des brigades spéciales. Le cycle de violence qui emporte tout n'est pas le produit des individus mais des systèmes dans lesquels ils évoluent et auxquels ils se soumettent ou se confrontent. Cela n'excuse rien. Cela ne pardonne rien. Chacun porte sa part de responsabilité par son obéissance à un système ou un idéal, tout en reconduisant à chaque fois les structures et les valeurs de l'oppression. Voilà ce qui a transformé ce monde en enfer. Là est sûrement le discours d'Isayama.
Le seul moyen pour les individus d'être libres, c'est la destruction de tous ces systèmes d'oppression. La question est, à quel prix ?まだかな。Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Vous pouvez me rejoindre et me suivre à travers la page Facebook, Twitter ou le Discord que je viens d'ouvrir et où il n'y a pour l'instant qu'une seule personne. Voilà, n'hésitez pas à venir, hein, on pourra discuter, SNK, philo, film, ce que vous voulez.